Ce n'est plus un secret pour personne, la place de Sergio Pérez chez Red Bull en 2024 est en danger. Après avoir rejoint l'écurie en 2021 où ça s'était plutôt bien passé, 2022 puis 2023 et maintenant 2024 sont des saisons très compliquées pour le pilote mexicain. Entre les accidents, les éliminations en Q1 ou en Q2, le manque de résultats et surtout le rythme qui est à des années-lumière de celui de son coéquipier, Sergio Pérez est dans une phase très difficile chez Red Bull. Et pourtant, vous allez voir que ce n'est pas le premier. C'est loin d'être le premier pilote à avoir subi cette sorte de chute en termes de performance. On va parler de Pierre Gasly, on va parler de Alex Albon, de Daniel Kvyat ou même de Mark Webber. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble ce deuxième baquet chez Red Bull, ce baquet qui fait tant parler et qui pose tant de problèmes, et vous allez découvrir que cette malédiction ne date pas d'hier. Hop, juste avant de parler du sujet de cette vidéo, il faut que je vous parle du sponsor du jour qui est Oli Energy. Alors je pense que pour la plupart, vous connaissez Oli Energy, c'est un des sponsors titres de la chaîne depuis de nombreux mois. Oli Energy est une marque de boissons énergisantes, mais pas que. Oli propose 3 types de boissons, les boissons énergisantes, les boissons iced tea et les boissons hydratantes. Alors vous allez me dire, c'est quoi les avantages de prendre Oli Energy plutôt qu'une autre marque? Déjà, un avantage au niveau de l'argent, parce que ça coûte moins cher d'acheter les boosters plutôt que d'acheter des canettes ou des bouteilles. La deuxième chose, c'est la New Caf. C'est ce qui vous permet de rester éveillé avec cette boisson et qui vous permet de rester en forme tout au long de la journée. Et puis la troisième chose, c'est surtout la variété de goûts au final que Oli propose. Vous avez des goûts qui sortent quasiment tous les mois, voire tous les 2 mois. Et avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, beaucoup de choses sont prévues pour Oli. Vous aurez un lien dans la description qui vous permettra de voir tous les produits. Je vous conseille le pack découverte si vous n'avez jamais goûté Oli. Comme ça, vous pouvez tester différents goûts, différents types de boissons et vous faire votre propre avis. Et pour économiser au maximum sur cette commande, je vous conseille d'utiliser mon code HYDRO qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur votre commande. N'hésitez pas à aller faire un tour, donnez votre avis bien évidemment. Pour ceux qui testent du Oli, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur les réseaux pour me dire quel est votre goût préféré. Merci à Oli de sponsoriser cette vidéo et de nous soutenir sur tous nos projets. Et je vous laisse tout de suite avec ce sujet du baquet maudit. Alors on va revenir déjà sur l'histoire un petit peu de Red Bull en Formule 1. Après avoir racheté Jaguar en 2005, l'écurie arrive en tant qu'équipe du midfield. Honnêtement, pas une écurie très compétitive et donc à cette période-là, ça pose pas réellement de problème. On n'a pas de statut numéro 1 et statut numéro 2. Il faut attendre un an avec le Grand Prix de Monaco 2006 et le premier podium de David Coulthard pour avoir le premier succès, entre guillemets, de Red Bull en Formule 1. Et le premier déclic va arriver 2 ans après le début de l'écurie en Formule 1, c'est à Fuji au Japon en 2007. Durant ce Grand Prix, Mark Webber se retrouve en 2e position sous safety car et va venir se faire percuter par Sebastian Vettel, à l'époque pilote Toro Rosso dans l'écurie petite sœur de la Red Bull. Alors dans cette saison 2007, Mark Webber il avait déjà fait un podium au Nürburgring, mais là au Japon, il était sur le point d'aller chercher sa première victoire en Formule 1 et surtout la première victoire de Red Bull, et tout ça a été anéanti par le pilote de l'écurie petite sœur. Ça fait tâche. 2 ans plus tard, après avoir remporté une course avec cette même Toro Rosso en 2008 en Italie, Sebastian Vettel est annoncé aux côtés de Mark Webber pour la saison 2009. La personne qui avait réduit à néant les espoirs de première victoire de Red Bull rejoint l'écurie mère pour cette toute nouvelle saison. Changement de réglementation et Red Bull va venir poser des problèmes à Braun qui domine totalement le début de saison de 2007, et c'est Sebastian Vettel qui va aller chercher la première victoire de Red Bull en Formule 1 lors du Grand Prix de Chine 2009. Pour le reste de la saison 2009, honnêtement pas réellement de problème de statut de numéro 1 et numéro 2. Webber et Vettel se battent tous les deux pour essayer de battre les Braun GP, chose qu'ils ne vont pas réussir à faire, et le début des problèmes arrive lors de la saison 2010. Mark Webber et Sebastian Vettel se retrouvent avec la voiture la plus performante dès le début de la saison. Les deux coéquipiers viennent à jouer le titre et cette saison 2010 va marquer le début d'une énorme rivalité dans l'histoire de Red Bull en Formule 1. L'ambiance en interne est extrêmement tendue. Sebastian Vettel est un jeune pilote, un petit peu arrogant mais très talentueux. Mark Webber est un pilote avec un petit peu plus d'expérience mais peut-être un petit peu moins prometteur, et le titre se joue entre ces deux, plus Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Cette saison 2010 va totalement détruire Red Bull en interne. Les tensions ne vont faire que grandir entre Mark Webber et Sebastian Vettel jusqu'au Grand Prix de Turquie où les deux pilotes Red Bull vont s'accrocher. Webber's left the door wide open. Oh, did it come together? Webber and Vettel have come together. That's Vettel going out, Webber going out. What a stupid action! I'm going home. You.
Alors en tête du Grand Prix, les deux Red Bull s'accrochent, Sébastien Vettel abandonne, Mark Webber lui termine 3e du Grand Prix de Turquie, doublé des McLaren, et c'est la première fracture au final dans cette relation entre Webber et Vettel. Rien ne va arranger les choses vu que dans cette saison 2010, Red Bull faisait tout pour aider Sébastien Vettel, alors jeune pilote, prodige de la marque autrichienne. Pour ceux qui ne se souviennent pas de ce moment mythique de la saison 2010, on est en qualification à Silverstone et on va venir changer l'aileron avant de Mark Webber pour mettre celui de Sébastien Vettel et donner celui de Webber à Sébastien Vettel, car Mark Webber avait l'amélioration. Au final, Mark Webber remporte le Grand Prix du Royaume-Uni en 2010 et une team radio célèbre. Fantastic guys, not bad for number 2 driver. Cheers. C'est pour vous donner un petit peu l'état d'esprit chez Red Bull. Mark Webber était clairement considéré comme un moins que rien face à Sébastien Vettel et pourtant, Mark Webber a entre guillemets dominé le championnat dans une lutte face à Fernando Alonso alors que Sébastien Vettel n'avait jamais mené le championnat pilote jusqu'à Abu Dhabi, le dernier Grand Prix de la saison, le Grand Prix le plus important. Sébastien Vettel s'impose à Abu Dhabi. Mark Webber perd le titre dans la dernière course et Vettel au final ne mènera qu'une seule fois le championnat, c'est après le dernier Grand Prix au bon moment. Alors ça avait été révélé un petit peu plus tard, mais Mark Webber avait fini la saison blessé à l'épaule. Il avait simplement une épaule brisée suite à un accident de vélo qu'il avait eu alors qu'il était leader du championnat. Est-ce que la perte du championnat est liée à cet accident? À vous de me dire dans les commentaires. Bref, dans tous les cas, Vettel, après avoir offert la première victoire à Red Bull en 2009, offre en 2010 le premier titre pilote et le premier titre constructeur à la marque autrichienne. Mais du coup, vous devez vous dire, bah Hydro, au final, Red Bull, ils arrivent très bien à avoir deux pilotes qui performent au même moment. C'est là que la malédiction commence. Ce duo de pilotes, Vettel-Webber, va rester pendant encore 3 ans ensemble, 3 ans de domination où Red Bull a eu la meilleure voiture et 3 ans où Sébastien Vettel a atomisé Mark Webber. Quand je vous dis qu'il l'a atomisé, c'est-à-dire qu'en 3 ans, Vettel a pris 3 titres pilotes, 29 victoires, Mark Webber n'a pris que 3 victoires. D'un seul coup, Mark Webber ne performe plus. Mark Webber n'est plus capable d'afficher le même niveau que Sébastien Vettel. Mark Webber est en difficulté face à des écuries comme Ferrari, Mercedes, McLaren, alors que Vettel domine les championnats. Au final, on n'a plus réellement de problème entre les coéquipiers, vu qu'ils ne sont même plus au même moment, aux mêmes endroits sur la piste. Il n'y a plus de confrontation directe entre les deux pilotes Red Bull jusqu'à la Malaisie 2013, où là, je pense qu'on atteint vraiment le pic de la rivalité entre Mark Webber et Sébastien Vettel. Le fameux multi-21, la consigne d'équipe donnée par Red Bull pour que la voiture numéro 2 finisse devant la voiture numéro 1, le 21. Sébastien Vettel était sur une stratégie très différente avec des pneus plus tendres et plus frais. Mark Webber avait une stratégie où on laissait terminer avec des pneus durs. Sébastien Vettel revient sur Mark Webber et on ordonne à Sébastien Vettel de ne pas dépasser Mark Webber et de le laisser gagner vu qu'il a été aidé par sa stratégie. Chose que bien évidemment, Sébastien Vettel ne va pas faire. Sébastien Vettel va attaquer, va venir pousser et dépasser Mark Webber pour s'imposer. Énorme drama dans la cooldown room où Mark Webber regarde Vettel en lui disant « Mec, t'étais censé me laisser gagner, qu'est-ce que tu viens de faire ?» En interview, tout le clan Red Bull est désemparé, ne comprend pas. À la radio, Guillaume Roquelin dit que Vettel va devoir s'expliquer suite à ses actes et Vettel va répondre de la façon la plus folle possible au Grand Prix suivant. I was racing, I was faster, I passed him, I won. Vettel était une machine à écraser sa concurrence, que ce soit son coéquipier, les autres équipes. Vettel n'acceptait pas de perdre une course et a totalement détruit la carrière, la fin de carrière en tout cas, de Mark Webber, ce qui l'a poussé du coup vers la sortie. À un moment, Mark Webber ne performait plus, donc fin 2013, Mark Webber a décidé de prendre sa retraite et de laisser sa place à un nouveau pilote. Et ce nouveau pilote, vous le connaissez très bien, c'est un autre Australien, c'est Daniel Ricciardo. Il arrive en 2014, mais il arrive pas seul, parce qu'il arrive aussi avec les V6 hybrides, une toute nouvelle réglementation qui pourrait un petit peu bouleverser l'ordre des performances et bouleverser la domination de Red Bull. C'est exactement ce qui s'est passé. Red Bull perd totalement pied avec cette nouvelle réglementation et Sébastien Vettel avec. On aurait pu s'attendre à ce que Vettel vienne dominer, écraser, maltraiter Daniel Ricciardo qui était encore un jeune pilote à l'époque. Pas du tout, c'est totalement l'inverse. Sébastien Vettel va totalement se noyer dans ce championnat 2014. Ricciardo va remporter 3 courses durant la saison, le Grand Prix du Canada, la Hongrie et la Belgique, va terminer 3e au classement pilote, tandis que Sébastien Vettel va effectuer quelques petits podiums, 0 pole position, 0 victoire, terminer 5e au classement pilote, mais surtout se faire détruire
par Ricciardo. Et j'insiste sur le terme détruire. Le pilote phare, la star, le champion se fait anéantir d'un point de vue face à face. Et du coup, le même sort s'abat sur Sebastian Vettel que sur Mark Webber, un pilote en totale perdition qui ne comprend pas son manque de performance. Et fin 2014, Sebastian Vettel décide de quitter Red Bull pour rejoindre Ferrari. L'enfant prodige, la superstar de Red Bull, décide de quitter le navire poussé vers la sortie par un jeune Daniel Ricciardo. Bon, en 2015, Vettel rejoint Ferrari, vous le savez tous, on va pas s'intéresser à ça, et il est remplacé par Daniel Kvyat, à l'époque pilote Toro Rosso de la Red Bull Academy. Entre Ricciardo et Kvyat, ça va bien se passer au final, pas de tension, pas de clash, pas d'accident. Seul problème, c'est que Red Bull joue pas les victoires. Red Bull ne gagne aucune course, aucune pole en 2015. Kvyat n'est pas un pilote exceptionnel. Ricciardo a un petit peu perdu par rapport à la saison 2014. Et dès le début de la saison 2016, Red Bull va décider de faire un énorme coup qui va bouleverser l'avenir de l'écurie. Après seulement 4 grands prix, Daniel Kvyat va être rétrogradé chez Toro Rosso pour faire monter Max Verstappen, la jeune superstar, le prodige que Red Bull protège depuis des années. Après avoir eu 2 accidents en Chine et en Russie avec Sebastian Vettel, ancien pilote de chez Red Bull en plus, Daniel Kvyat est donc rétrogradé au Grand Prix d'Espagne 2016 chez Toro Rosso et le scénario inimaginable, Max Verstappen remporte dès sa première course avec Red Bull sa première victoire en Formule 1. Alors en 2016, tout se passait bien entre Ricciardo et Verstappen, vu que Ricciardo a très clairement ce statut de numéro 1. Verstappen commet énormément d'erreurs, beaucoup d'accidents, une très mauvaise réputation. On modifie le règlement pour empêcher certaines manœuvres que Verstappen fait sur la piste. Mais malgré quelques victoires, au final, ça se passe très bien entre ces deux pilotes qui semblent même être amis, ce qui est assez rare chez Red Bull. Ils s'entendent très bien, collaborent très bien et arrivent à pousser Red Bull vers le haut en récupérant quelques petites victoires sur la saison. Malheureusement pour Red Bull, ça ne va pas durer. En 2017, avec quelques erreurs et quelques abandons, Verstappen va commencer à faire sentir sa frustration. Ricciardo est toujours pilote numéro 1, mais Verstappen s'impatiente du manque de résultats, du manque de performance de sa voiture, et c'est en 2018 où là, la bascule va se faire à nouveau. Le début de saison 2018 est marqué par les grosses erreurs de Max Verstappen de son côté, mais surtout par l'accident qui arrive au Grand Prix d'Azerbaïdjan entre Daniel Ricciardo et Max Verstappen. Les deux pilotes Red Bull s'accrochent, tentative totalement ratée de dépassement de la part de Max Verstappen, sauf que Daniel Ricciardo va être accusé par son écurie d'être responsable de cet accident. Le début de saison de Daniel Ricciardo est très bon, avec 2 victoires en 2018. Il titille un petit peu Sebastian Vettel et Lewis Hamilton qui sont leaders du championnat. Pour le reste de la saison 2018, Daniel Ricciardo va enchaîner les problèmes mécaniques, les abandons, les mauvaises stratégies et Max Verstappen va être vu comme le réel leader de cette équipe chez Red Bull, une bascule de pouvoir. Jusqu'à maintenant, il n'y avait jamais réellement eu de hiérarchie chez Red Bull. On n'avait jamais réellement considéré Ricciardo comme un numéro 1 ou Verstappen comme un numéro 2. Ça avait toujours bien marché. Là, Ricciardo l'avait bien senti. Il était en train de devenir le numéro 2, le petit soldat de Max Verstappen. Et forcément, c'est ce qui l'a poussé vers la sortie. Daniel Ricciardo décide donc de quitter Red Bull et il faut trouver un remplaçant. Avec un petit peu plus d'une saison en Formule 1, c'est Pierre Gasly, pilote Toro Rosso, qui passe donc dans l'écurie mère. Pierre Gasly arrive en tant que numéro 2, c'est clairement annoncé. Officiellement, il est là pour aider Max Verstappen. Et Pierre Gasly va avoir la lourde tâche de faire oublier le passé de Daniel Ricciardo, qui était un pilote quand même qui a gagné des courses, qui a été très marquant dans l'histoire de Red Bull. Et bah ça va pas se passer comme prévu pour Pierre Gasly, qui arrive dans une nouvelle équipe avec peu d'expérience, et avant même le début de la saison, Pierre Gasly va commettre une erreur qui va compromettre son avenir chez Red Bull. Pierre Gasly va partir à la faute durant les derniers jours des essais hivernaux, détruisant la monoplace de Red Bull et surtout privant Max Verstappen de ses dernières heures de roulage aux essais hivernaux. Alors déjà de 1, cet accident coûte très cher à Red Bull, et de 2, c'est un accident qui n'est pas du tout apprécié par les patrons de l'écurie autrichienne. Avant même le début de la saison, Pierre Gasly n'est déjà plus apprécié et on commence déjà un petit peu à en vouloir à Pierre Gasly, alors que le mec n'a pas encore fait une course. Malheureusement pour Pierre Gasly, son épopée chez Red Bull ne va durer que 12 courses, une demi-saison et une demi-saison pas très fructuante. En 12 courses pour Pierre Gasly, c'est 0 victoire, 0 podium, 0 pole position, une seule fois dans le top 5 et un abandon. De l'autre côté du garage, pour Verstappen,
Verstappen, on est sur que des top 5 avec 2 victoires, une deuxième place, 2 troisième places et aucun abandon. Pour couronner le tout, avant le summer break, Pierre Gasly, lors du Grand Prix de Hongrie, va se prendre un tour par Max Verstappen, qui va terminer lui deuxième. Le Français terminera sixième, ce qui au final est pas si mal. Et à la fin de la course, interviewé au micro des journalistes, Christian Horner assure que malgré les problèmes de performance, malgré le rythme manquant de Pierre Gasly, il sera présent à Spa-Francorchamps lors du retour de la F1 et qu'il terminera la saison au volant d'une Red Bull. Eh ben non, Christian Horner a menti. La Formule 1 revient en Belgique et Alexander Albon, alors pilote Toro Rosso avec encore moins d'expérience, seulement 12 Grands Prix en Formule 1, va prendre la place de Pierre Gasly. Pierre Gasly retourne chez Toro Rosso. On revit exactement le même scénario que Daniel Kvyat. Alors la fin de saison de Alex Albon ne va pas être trop mauvaise. Il était à 2 doigts de finir sur un podium lors du Grand Prix du Brésil 2019 avant que Lewis Hamilton le satellise dans les derniers tours. Mais honnêtement, Albon n'a rien de plus que Pierre Gasly. La situation est similaire, Albon est en difficulté, termine un petit peu loin. La saison 2020 va être semblable à la fin de saison 2019. Albon n'a pas réellement de duel face à Verstappen, il termine 4 fois dans le top 5, termine 2 fois sur le podium, là où Verstappen va prendre 2 victoires et terminer quasiment tout le temps sur le podium. Bref, Albon, comme Gasly, ne remplit pas les objectifs que Red Bull s'était posés. Albon et Gasly n'ont pas réussi à remplacer Daniel Ricciardo et être au niveau de ce qu'était le pilote australien. À la fin de saison 2020, on décide une nouvelle fois de changer le coéquipier de Max Verstappen et cette fois, on change totalement de philosophie. Après avoir testé Alexander Albon, après avoir testé Pierre Gasly, après avoir fait monter Max Verstappen à l'âge de 18 ans, Red Bull change totalement de philosophie et décide d'aller chercher Sergio Pérez, vainqueur de Grand Prix en 2020 avec Racing Point, 10 ans d'expérience en Formule 1. Alors Pérez est un très bon pilote qui est déjà montré de nombreuses fois sur le podium et qui a un très bon rythme en course et une très bonne gestion de course, un petit peu moins bon en qualification, mais le pari semble marcher. En 2021, Pérez est capable d'être aux côtés de Verstappen, il est capable d'embêter les rivaux lorsque Verstappen est en difficulté, et surtout vous vous souvenez tous du travail colossal que Pérez avait fait lors du dernier Grand Prix à Abu Dhabi pour aider Max Verstappen en 2021. Et bien malheureusement, ça n'a pas duré comme tous les autres. Max Verstappen a réussi à écraser, à détruire Sergio Pérez qui s'est totalement perdu dans cette équipe de Red Bull. 2022, 2023 et 2024 sont quasiment le même scénario, un début de saison assez correct, puis Sergio Pérez disparaît des radars, commence à commettre des erreurs, à manquer de performance et à ne plus se retrouver à la position dans laquelle il devrait être. On retrouve le même scénario qu'on a pu avoir avec Mark Webber à partir de 2011, puis on retrouve le même scénario qu'on a pu avoir avec Ricciardo en 2018, puisqu'on l'a eu avec Gasly, avec Alex Albon. Tout se répète pour ce deuxième baquet chez Red Bull. Alors jusqu'à cette saison, ça posait pas réellement de problème, vu que Red Bull était capable de gagner le titre pilote et le titre constructeur. Mais en 2024, avec McLaren, Ferrari et Mercedes qui se réveillent et qui remontent au championnat, ça commence à réellement déranger du côté de chez Red Bull. Alors comment on explique que le deuxième pilote de chez Red Bull depuis maintenant 10 ans n'arrive pas à performer lorsque son coéquipier lui est capable d'extraire le maximum de la voiture? Déjà la première chose, c'est que Red Bull est encore l'une des rares équipes à avoir un statut de numéro 1 et de numéro 2. C'est quelque chose qui se faisait énormément à l'époque, au début des années 2000, mais aujourd'hui quand tu regardes sur la grille, très peu d'équipes ont 2 pilotes qui n'ont pas le même statut. Toutes ces équipes offrent aux 2 pilotes la possibilité d'aller jouer le titre et d'être entre guillemets le leader de l'écurie. Alors que chez Red Bull, on le sait tous intrinsèquement que Verstappen est le leader. Il n'y a pas de discussion. La deuxième chose, c'est que être pilote numéro 2, c'est extrêmement difficile d'un point de vue mental. Alors que vous soyez Pérez avec plus de 10 ans de bouteille ou un rookie comme Albon et Gasly, c'est ultra difficile à accepter. Pérez a passé toute sa carrière en tant que pilote numéro 1, que ce soit chez Sauber, chez Racing Point, chez Force India. Il a toujours été le pilote qui dirigeait un petit peu l'écurie. De l'autre côté, à contrario, Gasly, Albon, tout jeune, avec à peine une saison dans les pattes, arrive en Formule 1 et souhaite performer, souhaite montrer de quoi ils sont capables et ce qu'ils valent réellement au volant d'une voiture qui peut jouer les victoires. Alex Albon avait répondu à une question très intéressante. Si vous souhaitez le retrouver, c'est le podcast High Performance en anglais. On lui avait posé la question de est-ce que la Red Bull était réellement faite pour Max Verstappen? Est-ce que la voiture tournait vraiment autour de Max? Et la réponse était non. La voiture est faite pour aller le plus vite possible. C'est au pilote de s'adapter au final et Verstappen, en effet, a cette facilité de s'adapter à une voiture extrêmement particulière d'un point de vue pilotage que tous les pilotes n'apprécient pas rouler. Max Verstappen
aime les voitures vives, les voitures survireuses, et plus ça devient vif, plus ça devient sensible au niveau du pilotage, plus Verstappen est à l'aise. Et pour un pilote, pour un coéquipier qui n'a pas encore trouvé cette fenêtre d'utilisation, plus la voiture devient vive, plus elle devient difficile à piloter. Albon avait fait une comparaison assez marrante en disant que si vous jouez à la console à un jeu comme Call of Duty et que vous montez la sensibilité au maximum, c'est quasiment impossible à utiliser, mais quelqu'un qui la maîtrise devient alors très redoutable. Et bah au final, c'est un petit peu ce qui se passe avec Perez. En début de saison, la voiture n'est pas trop développée et Perez s'en sort plus ou moins bien. Et puis plus on avance de la saison, plus les améliorations arrivent et plus Perez est en difficulté dans cette saison 2024. Un autre facteur, et ça on ne peut pas l'enlever, c'est que être le coéquipier de Max Verstappen, c'est quelque chose d'assez horrible à vivre. Vous avez la pression directement, vous savez que vous êtes face à l'un des meilleurs pilotes de la grille, l'un des plus rapides, et vous êtes dans un environnement extrêmement demandeur. La première chose qu'on fait quand on est pilote, c'est de regarder les chronos de son coéquipier. On se compare à la voiture d'à côté, vu qu'on est censé avoir le même matériel. Se comparer à Max Verstappen, c'est quasiment s'assurer de ne pas être au niveau du coéquipier. Et ça, pour un pilote, à la longue, ça doit être quelque chose de très difficile à vivre. Verstappen est un personnage très particulier en Formule 1, extrêmement talentueux, dominateur, souvent à écraser ses coéquipiers ou la concurrence, comme Sebastian Vettel au final l'était dans son temps pour Red Bull. Mais la vraie question au final, c'est est-ce que Verstappen a réellement besoin d'un soldat? Est-ce que Red Bull ne devrait pas plutôt se pencher vers un pilote du calibre de Verstappen, qui serait du coup un leader dans une autre top team? Parce qu'au final, pour trouver un pilote qui accepterait d'être le larbin de Verstappen, qui accepterait d'être dans l'ombre du succès de Red Bull, c'est pas donné du tout. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a retracé un petit peu l'histoire ensemble du baquet numéro 2. Vous pouvez voir qu'en fait, juste ce scénario se répète quasiment tous les ans. Chaque pilote qui passe subit quasiment la même chose face à son coéquipier. Est-ce que Perez sera encore là l'année prochaine? Telle est la question. On sait qu'il va terminer la saison 2024 aux côtés de Verstappen. Est-ce que Liam Lawson, est-ce que Isaac Hadjar peuvent venir déranger Sergio Perez? Est-ce que Yuki Tsunoda aussi peut prendre sa place? Je vous laisse me dire dans les commentaires comment vous percevez justement cette situation chez Red Bull, ce deuxième pilote qui ne performe pas. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien. C'est le plus important. Ciao, ciao.